Les machines apparaissent d'abord comme des outils de libération, certes. Depuis la révolution industrielle jusqu'aux technologies numériques, leur promesse est simple, nous libérer des contraintes de la nature, du travail pénible et du temps perdu. Elles réduisent l'effort physique, accélèrent les calculs, organisent l'information, optimisent également nos déplacements. Elles rendent nos vies plus faciles, plus efficaces en quelque sorte. Cette transformation semble ouvrir à un espace nouveau. Si nous travaillons moins, si les tâches sont simplifiées, nous devrions disposer de plus de temps et de plus de possibilités d'action. Dans cette perspective, la technologie semble étendre la liberté négativement comprise, c'est-à-dire l'absence d'obstacles à nos actions et à nos décisions, à nos choix. Mais cette vision optimiste rencontre déjà plusieurs limites. Nous sommes renvoyés tout d'abord à l'externalisation de la mémoire et de la conscience. Marx voyait déjà dans les machines une ambivalence fondamentale. D'un côté, elles permettent effectivement d'augmenter la productivité et pourraient, en théorie, libérer l'humanité du travail nécessaire. Mais dans un système économique capitaliste, les machines deviennent aussi un outil d'aliénation. Le travail à la chaîne illustrait cela. L'homme n'est plus qu'un rouage. Il devient lui-même une machine et ne s'épanouit plus par son travail. Il en va de même aujourd'hui via la déshumanisation d'un ensemble d'individus, donc pour le profit de quelques-uns. D'un point de vue collectif, on peut observer ce phénomène, mais c'est également le cas d'un point de vue individuel. Nous sommes amenés à nous poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui fait l'humanité ? Qu'est-ce qui la constitue ? Si nous externalisons notre mémoire, elle peut être stockée dans un cloud. Notre capacité de calcul, déléguée aux algorithmes, notre orientation par le GPS, et également notre jugement par des avis trouvés en ligne, par l'IA. Mais que reste-t-il alors de notre conscience ? Il nous faut penser également que la liberté n'est pas à prendre pour acquis. Il ne faut pas la considérer comme déjà acquise en effet. La liberté n'est pas une valeur posée en soi. C'est un mouvement, un combat contre la domination et la hiérarchie, contre la verticalité d'un système. Or, les machines créent de nouvelles hiérarchies. Ceux qui possèdent les algorithmes contre ceux qui les subissent. Ceux qui comprennent les systèmes et les technologies contre ceux qui les utilisent passivement. La liberté est un poids à porter. Socialement, spirituellement, elle exige un effort constant. Les machines nous proposent de nous alléger de ce poids, mais au prix de notre souveraineté. Il existe différents usages du terme de liberté. Il y a la liberté négative, c'est l'absence d'obstacles, comme nous l'avons dit plus tôt. C'est un sens plus individuel, un sens libéral. Nous considérons que la liberté positive renvoie à la capacité d'agir collectivement, de transformer le monde. C'est un sens qui peut être un peu plus politique aussi. En revanche, aujourd'hui, nous pouvons penser aussi que la liberté est un instrument d'un système économique pour vendre un style de vie et des services qui sont censés nous rendre libres. La vraie liberté, nous pouvons le penser ici, est en fait celle qui s'inscrit dans un courant de résistance contre la domination technologique, contre l'instrumentalisation idéologique et contre la passivité confortable, dont nous parlerons plus tard. Il est maintenant question de la responsabilité, qui se voit disparaître presque, quand les machines nous dépossèdent de l'action. Nous pouvons donc parler de la liberté comme souveraineté sur soi et jamais sur les autres, pour commencer. Commençons par clarifier, en effet, il ne faut pas se contenter d'une définition négative. La machine n'est pas l'absence totale de contraintes, ce n'est pas seulement ça, c'est la souveraineté sur soi-même. Hannah Arendt nous rappelle que la liberté est d'abord politique. C'est la capacité d'agir dans l'espace public, de prendre part aux affaires communes. L'action humaine réfléchie est l'indice du contrôle que nous exerçons sur nous-mêmes. Elle témoigne de notre liberté. Or, les machines transforment radicalement ce rapport. Nous ne sommes plus acteurs, nous devenons superviseurs, consommateurs, utilisateurs. Nous pensons choisir, mais nous suivons des algorithmes. Nous croyons décider, mais nous validons des options parfois prédéfinies. Cela nous amène donc à la perte de responsabilité. La responsabilité exige l'autonomie. On ne peut pas être responsable de ce que l'on a... on ne peut pas être responsable de ce que l'on n'a pas réellement choisi
de manière consciente et éclairée. Les machines entraînent une perte de responsabilité car nous ne sommes plus pleinement acteurs. Elles nous dépossèdent de cet aspect humain. Nombre de nos capacités, y compris décisionnelles, s'appuient désormais sur ces technologies. Prenons un exemple concret, l'usage de voitures sans conducteur, répandu notamment aux États-Unis ou encore au Brésil. Sur la route, nous devenons alors passifs, nous ne sommes pas maîtres de la machine que nous utilisons, notre rôle est différent de celui de l'acteur et de son outil, car la machine elle-même a acquis une forme d'indépendance, une autonomie décisionnelle, elle n'est plus dirigée. Et il faut désormais s'orienter vers la notion de confort de ces outils qu'on utilise au quotidien, et le confort devient un alibi. C'est ici, en effet, qu'intervient donc cette notion, comme une disposition, une situation dans laquelle on fait ce que l'on veut, où aucun effort physique ou intellectuel éprouvant n'est à fournir. Il y a une certaine aise alors. Le confort n'est pas la liberté, pourtant. C'est son simulacre. Il nous donne l'illusion du contrôle tout en nous dépossédant des moyens réels d'action, car alors on s'y complaît. Il n'invite pas à questionner le monde. Il ne nous donne pas réellement d'objectifs à atteindre. Dans son ouvrage de la liberté, Maggie Nelson nous invite à considérer la complexité de la liberté, ses effets, ses acteurs, mais également ses victimes. La liberté n'est pas universelle. Aujourd'hui, elle est individuelle et devient presque un outil ou une arme. Il faut nous demander alors qui bénéficie vraiment de cette liberté technologique. Les populations dominantes et consommatrices, les grandes structures capitalistes qui basent aujourd'hui leurs profits sur la superficialité de nos nouveaux besoins, ou nous-mêmes également englués dans une passivité confortable. Nous allons donc voir maintenant plus précisément ce qu'implique le confort, à travers les prismes du désir, de l'effort et de la servitude volontaire dont j'ai parlé au début. On ne peut pas le nier, l'implication des machines dans notre vie quotidienne la rend agréable et facile. Il devient même difficile de s'en passer. L'homme ne cherche pas naturellement la souffrance, évidemment, ni la difficulté. Et encore moins lorsque le système économique et la société encouragent et entérinent ce mode de vie. Car alors c'est l'ensemble de la communauté qui valide ce choix et semble le rendre moralement légitime. Il y a une tension fondamentale aujourd'hui. L'assouvissement illimité des désirs peut-il être compatible avec une liberté collective ? Le modèle économique contemporain instrumentalise le terme de liberté pour promouvoir une liberté individuelle dite illimitée. Donc la liberté de consommer, de se déplacer, d'accéder à toutes sortes de plaisirs éphémères et commerciaux, qu'ils soient alimentaires, ludiques ou sexuels. Mais cette liberté est-elle réellement émancipatrice ou n'est-elle qu'une forme de pression sociale déguisée ? Nous connaissons tous l'adage « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Cette formule est-elle désuète dans un monde où nos choix technologiques ont des conséquences globales invisibles, que ce soit l'exploitation, la pollution, la surveillance ? Nous, en Occident, nous vivons dans une forme d'aveuglement. En effet, les machines, les outils technologiques sont une part essentielle de nos vies. Et notre confort individuel masque parfois les victimes de la production technologique. La liberté revendiquée par les libéraux est une liberté d'opposition aux forces de la nature, à l'imprévisible, à l'effort, à ce qui semble être une limite à une toute-puissance de l'homme. Mais c'est une liberté égoïste, qui ignore la dimension communautaire ou sociale. Il faut maintenant parler de l'effort, c'est-à-dire ce que nous abandonnons aux machines. Les machines nous promettent un gain de temps, un effort moins éreintant. Nous pouvons nous investir dans un plus grand nombre d'activités, mais avec un investissement moindre en qualité, car nous y mettons moins de notre personne. Nous laissons aux machines l'effort physique, le cheminement de la réflexion, les calculs, la recherche d'informations, et même parfois le travail scolaire ou intellectuel. Mais nous laissons aussi quelque chose de plus fondamental, la communauté. La communauté nécessite un investissement individuel et un effort collectif. Or, nous pensons ne plus devoir le fournir, convaincus d'avoir atteint l'objectif de l'être humain, être heureux. Mais heureux selon quelle conception ? Probablement celle du confort. Nous ne sommes plus tournés l'un vers l'autre, ni vers le vivre ensemble dans un espace plus restreint, ni même vers le reste de la population. Et cela nous amène également à penser une nouvelle forme de servitude, une servitude volontaire revisitée.
Étienne de La Boétie, dans son discours sur la servitude volontaire, montrait que les tyrans ne règnent que parce que le peuple accepte de leur obéir. Aujourd'hui, nous assistons à une forme contemporaine de servitude volontaire. Nous donnons nous-mêmes aux machines la capacité de nous surpasser et de nous asservir. Ce n'est pas une contrainte externe, c'est un choix. Un choix motivé par la recherche de plaisir et de confort à des fins individualistes. Nous acceptons la surveillance, la perte de vie privée, la standardisation de nos pensées, en échange de recommandations personnalisées et de gains de temps. Le conformisme, l'instauration de nouvelles habitudes individualistes et l'aveuglement des populations par un déni ou bien par une désensibilisation nous fragilisent face au risque de totalitarisme contemporain. Le danger n'est plus le tyran imposé, c'est le tyran qui est choisi. Nous restons passifs face à des menaces pour certaines communautés ou bien pour une société dans son ensemble. La formule du pain et des jeux paraît un peu vieille et plus forcément d'actualité, et pourtant, elle a seulement pris une autre forme. La restriction des droits et la fascisation des États possibles, ou même en cours parfois, ne semblent pas affecter cette nouvelle liberté, qui n'est donc pas une liberté collective comme nous l'avons vu, mais bien une liberté confortable, une liberté du confort dans laquelle seulement certains groupes peuvent s'y épanouir, entre guillemets. Si nous abandonnons l'effort, la responsabilité et la critique, que reste-t-il donc de notre humanité ? Pour conclure, nous avons donc vu que les machines transforment notre rapport à la responsabilité, au désir, à l'effort et à l'identité. La liberté invoquée pour justifier le progrès technologique est souvent une liberté appauvrie, réduite au confort individuel et vidée de sa dimension politique et collective. La question n'est pas « les machines sont-elles bonnes ou mauvaises ?» La question est « quelle liberté voulons-nous et quel usage faisons-nous donc de ces machines ? Quel rôle nous leur donnons dans notre société aujourd'hui ? Une liberté de consommateur passif ou une liberté de citoyen actif, entre ces deux libertés, laquelle choisissons-nous ? Une liberté qui s'arrête à notre confort personnel ou une liberté qui s'étend jusqu'à la responsabilité envers autrui et envers le monde ? Il faut se décider et choisir l'une des deux. Merci de m'avoir écouté.